Bonsoir Michel Kazatchkine, vous êtes professeur évidemment de médecine, directeur du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Médecin, immunologiste, chercheur et un peu diplomate parce qu'en fait, vous financez la lutte contre le sida dans tout le monde et vous obtenez des crédits du monde entier. On va en parler pour cette lutte. Alors, on va évoquer l'état de la maladie aujourd'hui dans le monde, la manière de le financer et puis les traitements. Mais d'abord, est-ce qu'on a des raisons d'espérer Je fais allusion à ce qu'a dit Carla Bruni-Sarkozy cet après-midi lorsqu'elle a reçu un certain nombre d'associations de lutte contre le sida. On va l'écouter ensemble. Vous y étiez bien sûr à l'Élysée. Oui, effectivement. Voilà, avec un certain nombre d'autres personnes, une centaine de personnes représentant les associations engagées dans la lutte contre le sida. On va écouter tout de suite. Nous avons vraiment des raisons d'espérer. Sans doute avais-je sous-estimé le dévouement et l'ingéniosité des chercheurs, du corps médical. Sans doute avais-je sous-estimé le courage, la ténacité de ceux qui vivent avec le sida, des associations qui les accompagnent. Voilà. Espoir, vous confirmez bien sûr, cet espoir, il est net aujourd'hui? Il est très net. Je crois que l'épidémie est dans un tournant très clair. Le cours de l'épidémie change. Écoutez, en ce qui concerne le traitement d'abord, il y a encore 5 ou 6 ans, c'était quelques dizaines de milliers de personnes en Afrique qui avaient accès au traitement. Aujourd'hui, c'est 3 500 000 personnes. C'est 5,2 millions de personnes dans le monde en développement qui ont accès au traitement. Et comme conséquence, la mortalité liée au sida a diminué de pratiquement 20% dans les 4 dernières années. À Addis Abeba, où je me trouvais il y a 3 semaines, elle a diminué de 60% en 4 ans. Et puis, c'est vrai aussi de la prévention. On se demandait si la prévention marche, n'est-ce pas? Eh bien, le nombre des nouvelles infections diminue en Afrique et particulièrement les jeunes. Et je crois que ce sont là des signes très forts. 25 ans après la découverte de la maladie, on a vraiment progressé. Hein, alors qu'on a eu le sentiment, et c'est ce qu'on disait tout le temps, attention, on ne va pas trouver de médicaments facilement. Attention, les vaccins, ça ne va pas être facile. Ce n'est pas pour demain. Il faut d'abord faire de la prévention. 25 ans après, on peut dire quand même que ça va mieux. Quoi. Absolument. Enfin, le premier virage, c'était bien entendu l'arrivée des trithérapies, l'arrivée des traitements anti-sida, des traitements antirétroviraux, 1996. Et puis ensuite, 2000-2001, le monde réalise que, comme le disait Bernard Kouchner, les médicaments sont au nord, mais les malades sont au sud. Et ce scandale de l'inéquité de l'accès entre le nord et le sud et la première partie des années 2000, cet effort du monde qui se construit pour établir un pont entre le Nord et le Sud. Et c'est comme ça qu'est né le Fonds mondial. Et maintenant, 5-6 ans après, comme je le disais, plus de 5 millions de personnes reçoivent un traitement. Des chiffres que certains d'entre nous, et moi-même, dans mes fonctions antérieures, je ne pensais pas qu'on pourrait atteindre. Mais attention, je ne dis aucune complaisance sur ces chiffres. Ça représente peut-être 40% des gens qui ont un besoin urgent de traitement, qui ont maintenant accès aux médicaments, mais cela veut dire qu'il y a encore 60% des gens qui n'y ont toujours pas accès. Donc espoir, mais attention, pas de baisse de la garde et pas d'arrêt de la prévention, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, d'autant qu'en matière de prévention, on a de plus en plus d'outils. La prévention, ce n'est pas seulement l'information. La prévention, ce n'est pas seulement la mise à disposition de préservatifs à large échelle. Maintenant, vous savez qu'en Afrique, on a de plus en plus recours et on prône, on soutient que les hommes soient circoncis. La circoncision de l'homme adulte prévient le sida dans près de 60% des cas, prévient le risque d'acquisition de l'infection. Et puis, dans les derniers mois, à la conférence de Vienne cet été, on a appris qu'on devrait pouvoir bientôt disposer de gel microbicide qui permettrait aux femmes de se protéger sans avoir à négocier avec le partenaire masculin. Et encore tout récemment, il y a 3 semaines, on a appris que pour les hommes homosexuels, la prise préventive d'un comprimé, d'un médicament antirétroviral, peut très significativement diminuer là aussi le risque d'acquérir l'infection. Diminuer de près de 44%, presque de la moitié du risque. C'est énorme en fait. Ça permet un Donc progrès. La prévention progresse et puis quand on parle de prévention, n'oublions pas non plus la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. 370 000 enfants ont été infectés en 2009, sont nés
infectés de mères séropositives qui n'avaient pas eu accès au traitement. Mais là aussi, alors que il y a 5 ans, c'était peut-être 5% des femmes enceintes dans le monde en développement qui avaient accès à ces traitements. Maintenant, c'est plus de la moitié, 53% dans le dernier chiffre de l'ONU-SIDA. Et Carla Bruni-Sarkozy, aujourd'hui, elle s'est engagée donc, sur ce pack mère-enfant qui distribue en Afrique des médicaments, donc des traitements antirétroviraux pour les femmes qui peuvent être enceintes. Donc vraiment, la prévention au premier degré, le plus tôt possible, et en disant qu'il ne dépend que de nous qu'un jour, il y ait 0 enfant infecté. On peut y arriver. C'était quelque part une utopie il y a 10 ans, bien sûr. C'est quelque chose que nous regardions, un objectif qu'on pouvait regarder avec perplexité il y a 5 ans. Je suis convaincu que c'est un objectif qu'on pourrait atteindre d'ici 2015. Et si vraiment on arrivait à pratiquement supprimer, il ne s'agit pas de 0,0, n'est-ce pas, mais pratiquement supprimer la transmission du virus de la mère à l'enfant d'ici 2015, vous voyez, ce serait, j'appelle ça le début de la fin de l'histoire. Et en plus, ça ouvrirait la porte vers une génération sans sida. C'est quelque chose de très fort. Il faut qu'on y arrive. On va en revenir. Pour stopper la transmission, en tout cas pour significativement ralentir la contamination, il faut prévenir, il faut traiter, et c'est cela qui va permettre C'est prévenir et traiter. Et d'ailleurs, ce que l'on a appris maintenant, c'est qu'il ne faut surtout pas opposer prévention et traitement. Pas se dire, oulala, il faut plutôt qu'on consacre des crédits au traitement ou plutôt des crédits à la prévention, car en fait, prévention et traitement sont très liés. Revenons sur la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Cette prévention se fait avec des médicaments antirétroviraux. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça de la prévention ou appeler cela du traitement? Et puis, on sait aussi maintenant que les personnes infectées par le virus du sida qui prennent un traitement efficace ont un risque très réduit de transmettre le virus à d'autres. Donc le traitement est lui-même aussi préventif. Alors, que pensez-vous du dépistage généralisé que propose aujourd'hui le gouvernement? Il y a une campagne qui a démarré, c'est-à-dire qu'on n'en resterait pas seulement aux populations à risque, mais on s'adresse à tous les Français. Allez vous faire dépister, vous aiderez ainsi à limiter la contamination. Alors j'y suis très favorable pour 2 raisons. D'abord, une raison scientifique et médicale, c'est qu'on sait que plus le traitement est commencé tôt, plus il est efficace. Et donc, il vaut mieux que les gens se sachent séropositifs et accèdent aux soins assez tôt. Mais aussi parce qu'il y a quelque chose tout de même d'étrange de savoir qu'en 2010, en France, 30 ans après le début de l'épidémie dans le monde occidental, il y a 50 000 personnes ou 40 à 50 000 personnes qui sont séropositives et qui ne se connaissent pas séropositives. Alors on va regarder ensemble un sujet d'Aymeric Barraud, justement sur les nouveaux tests très rapides qui peuvent peut-être aussi convaincre les Français de le faire parce que c'est plus facile. Des tests rapides que nous utilisons depuis longtemps, depuis plus de 3 ans dans les pays en développement. C'est très intéressant. Voilà, c'est le retour de l'expérience. Dans les pays développés. On regarde le sujet ensemble. Voilà, j'arrive au trait. Le principe est simple. 1 goutte de sang est prélevée. 1 rond, le test est négatif. 2, il est positif. Le résultat est visible en quelques minutes seulement. Comme pour un test de grossesse, un argument qui devrait convaincre. Il y a des patients qui nous disent « Moi, si je dois attendre 1 semaine les résultats, je n'aurai pas la force d'attendre ». C'est un discours qu'on entend assez régulièrement. Donc, on va pouvoir quand même leur donner une forte présomption très rapidement. Une présomption, car en cas de résultat positif, le test devra être confirmé par une prise de sang. Ce dépistage rapide pourra être réalisé dans les centres de médecins du monde, ainsi que dans des associations de prévention contre le sida. L'objectif, généraliser le dépistage à toute la population. Les patients sont encore, même en France, dépistés trop tard. Environ 1/3 à peu près des patients porteurs du virus ne le savent pas. Un chiffre estimé à 50 000 personnes, autant de porteurs du virus qui pourraient être soignés à temps et bénéficier de traitements. Voilà, alors, on l'a dit, donc le retour d'expérience qui va pouvoir s'appliquer en France et il va falloir convaincre les Français. Ça va être facile à votre avis ? Je ne crois pas que ce sera facile, d'autant que les gens que l'on cherche à atteindre quelque part en généralisant et en accroissant le dépistage, le champ du dépistage,
ce sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas un accès facile à l'information. Il y a parmi ces 50 000 personnes des migrants, des gens dont la vie est d'ailleurs rendue plutôt difficile dans l'accès en soins par des mesures qui sont prises en ce moment. Alors, on a donné, je dirais, les bons côtés, en tout cas les bonnes nouvelles sur le front de l'épidémie. Mais on va parler avec Pierre Chapard, qui est le président d'ACT UP, peut-être des choses qui restent encore très difficiles et qui ne sont pas réglées. Vous êtes en ligne avec nous, Pierre Chapard ? Oui. Merci, bonsoir. Vous avez, ce soir, vous êtes dans la manifestation que vous organisez à la Bastille, à Paris, vous avez refusé de vous rendre à la réunion à laquelle vous invitez Carla Bruni-Sarkozy à l'Élysée cet après-midi. Pourquoi ? Il n'y a pas si longtemps, avant l'ère Sarkozy, on a été reçus par M. Chirac. On trouve que ce soit Carla Bruni-Sarkozy qui nous reçoive, qui à la fois vante les mérites de Nicolas Sarkozy, mais en même temps on n'est pas responsable de la politique de gouvernement. On trouve ça un petit peu confus et on aimerait mieux être reçu par Nicolas Sarkozy lui-même. Ça serait la preuve qu'il veut bien lutter contre le sida. Mais vous doutez de son engagement personnel à elle ? Ah non, pas du tout. Seulement, c'est pas elle qui est responsable de la politique de l'État français en ce moment. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous demanderiez à Nicolas Sarkozy si vous le rencontriez ? Il y a plusieurs choses, à la fois à l'international et en France. À l'international, il reste énormément à faire. Comme l'a dit Michel Kazatkine, 60% des personnes qui devraient avoir un traitement n'en ont pas. C'est quand même extraordinaire. Le Fonds mondial, qui est un véritable outil pour développer l'accès au traitement, n'a que 12 milliards de dollars. Il lui en faudrait 20 pour mettre de nouvelles personnes sous traitement. On est très loin du compte. La contribution de la France au Fonds mondial est absolument ridicule. C'est 60 millions par an en plus qu'a donné Nicolas Sarkozy. Il faudrait au moins que la France double ou triple sa contribution pour que le Fonds mondial puisse mettre d'autres personnes sous traitement. Quand on pense, par exemple, au cadeau fiscal qu'a fait Nicolas Sarkozy de plus de 15 milliards d'euros, comparé à ces 60 millions, c'est complètement ridicule. Ça veut dire que on préfère alimenter les gens riches et laisser crever les gens dans les pays pauvres. Voilà le message d'ACT UP ce soir. Voilà. Donc, merci beaucoup Pierre Chapard. Donc, vous êtes à la manifestation de la Bastille. Il y a des problèmes de financement. Ça suffit. La France ne fait pas assez sa part, ne donne pas assez sa part. Il y a des problèmes de financement, bien entendu. Nous espérions, comme vous le savez, le Fonds mondial tenait il y a un mois, ce qu'on appelle notre conférence de reconstitution des fonds pour 3 ans. Et nous avions comme objectif entre 13 et 20 milliards. Et Pierre Chapard a absolument raison de dire que nous n'avons pas atteint cet objectif. C'est la crise économique, à votre avis. Est-ce que certains pays contribuent plus que d'autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, la crise économique est un facteur majeur. Nous sommes arrivés donc à 11,7 milliards, près de 12 milliards. Et cette institution, le Fonds mondial, fait figure clairement d'exception. Regardez le paysage budgétaire. Nous avons accru d'à peu près 24% nos financements par rapport aux 3 années précédentes. 12 milliards sur 3 ans, c'est considérable. Ce n'est pas assez. La crise est en cause. Un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Irlande, je crois que chaque téléspectateur comprendra qu'il n'est pas en mesure d'accroître sa contribution. La France a fait cet effort de 20% alors qu'elle partait déjà d'une base très haute et je crois qu'il faut saluer cet effort. La France reste le premier pays européen contributeur du Fonds mondial. Les États-Unis ont fait un effort considérable. Ils se sont engagés sur 4 milliards de dollars sur 3 ans. Je voudrais vous poser évidemment une dernière question. Carla Bruni, elle a aussi exprimé sa reconnaissance à l'égard du pape qui, pour la première fois, a laissé la porte ouverte à l'utilisation du préservatif. Ça va avoir des conséquences sur le terrain ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je regarde cette déclaration avec une certaine perplexité. D'abord, le pape a tout de même restreint son propos et pris l'exemple de la prostitution masculine. Je crois que l'enjeu du préservatif dans la prévention du sida va très au-delà de cela. Et puis, cette déclaration arrive tout de même alors qu'on s'apprête à être à 30 ans de la description de la maladie, alors que l'Église a mis 30 ans pour bouger sur ce sujet.
Moi, je trouve que c'est tout de même un peu tard. C'est pas suffisant. Voilà ce que dit le professeur Michel Kazatchkine ce soir, donc sur l'attitude du pape et de l'Église en général. Merci beaucoup d'être venu parler de la lutte contre l'épidémie. Un monde libéré du sida, c'est possible ? Alors là, il va falloir attendre de nombreuses décennies. Mais une génération sans sida, lorsqu'on arrivera à supprimer la transmission du virus de la mère à l'enfant, c'est possible dans les années qui viennent, et des millions d'autres vies sauvées par le traitement et des millions d'infections prévenues par les nouvelles méthodes de prévention, cela c'est possible.